ou couché par terre, le petit enfant dessine. Il serait plus juste de dire il laisse se faire une trace sur la feuille de papier. Très tôt dans sa vie, le petit enfant expérimente la faculté de faire naître une trace avec une mine sur la surface du papier. Et il éprouve un immense plaisir à voir apparaître cette trace grâce à son geste. Les figures qui naissent dans l'espace de la feuille sont les incontestables composantes d'un système, du système universel de la formulation. Ce que trace le petit enfant mérite une grande attention. Il faut se garder de le sous-estimer. Dans les premières traces du petit enfant est contenue toute la formulation à venir, comme dans la petite graine est contenue toute la plante qui va se développer au rythme d'une évolution programmée. L'évolution des composants de la formulation est programmée. Les objets images qui la composent suivent un cheminement prévisible et nullement fantaisiste. Ça, c'est une évolution, vous la voyez à propos de la maison, mais je vous en montrerai d'autres parallèles et vous verrez que c'est un processus qui est caractéristique de la formulation. La trace de l'enfant, la trace naturelle, voilà mon sujet. En plus de 70 années de travail avec des enfants, j'ai été le témoin de ce jeu, j'ai été l'observateur attentif du déroulement de la formulation. J'ai suivi cette évolution depuis sa naissance chez le petit enfant jusqu'à l'âge adulte. Lorsque la trace est à l'abri de tout jugement, elle se produit chez le grand, tout comme chez le petit enfant. La formulation accompagne toute la vie. Nous avons vu son commencement, nous avons vu se former les premières figures et les premiers pas de leurs évolutions. Et nous voyons ici son plus haut degré d'intensité. De celui qui trace sur une feuille de papier des figures ou des images, on dit qu'il dessine. Dessiner veut dire désigner. Désigner, c'est montrer. Et à l'évidence, montrer sous-entend montrer à quelqu'un. Celui qui dessine s'adresse à un interlocuteur. Le dessin est un moyen de communication. Le mot dessiner est irremplaçable. Notre langue ne lui connaît pas de synonyme praticable. Et cela est un fait significatif. Cela indique que c'est toujours dans le but de montrer que les hommes ont tracé. D'où la question, une trace sur la feuille qui n'a pas pour but de montrer, est-elle possible? Grâce à l'aménagement du clos-lieu, où le jeu de peindre rompt avec l'habitude de créer des œuvres, une trace d'une autre nature a fait son apparition. Je veux encore vous montrer quelques images de ce lieu particulier. Voici donc le clos-lieu, le terrain propice à l'expression. Un espace à l'abri des influences, des pressions, des sollicitations, où il est normal de s'adonner à un jeu avec les autres, parmi d'autres, qui sont différents, qui sont grands, petits, anciens ou novices, et qui à aucun moment ne se comparent ni ne se jugent. Ici, la manifestation de la personne est normale. Chacun se libère ici du poids
de la culture. Aucune influence ne résiste à ce qui vient du tréfonds de la personne et s'impose à sa main lorsqu'elle s'est entraînée à agir selon cette impulsion. Alors, la trace prend les dimensions de la personnalité. Chacun se réalise sans restriction dans ce milieu stimulant. Libéré de la nécessité et de l'habitude de la communication, la trace devient ici expression. Donc en 1949, j'ai ouvert le premier atelier sous le nom de Académie du Jeudi, dans un petit logement au 2e étage d'une maison sans confort, dans un quartier mal desservi du 14e arrondissement. Mais c'est surtout dans mon local de la rue de Grenelle, 3 années plus tard, lorsque l'Académie du Jeudi a déménagé près de Saint-Germain-des-Prés, si célèbre dans ces années 50, qu'il y avait foule tous les jours. 150 enfants y venaient chaque semaine. Je devais répondre à des questions que je n'aurais jamais eu l'idée de me poser. On a voulu savoir pourquoi ces murs colorés qui entourent le clos-lieu. Pourquoi cette table palette? J'ai commencé par répondre parce que cet aménagement est pratique. Mais à l'évidence, il s'agit de beaucoup plus. Cet aménagement suscite un va-et-vient entre ce qui est collectif et ce qui est individuel. Une relation avec les autres qui alterne avec la pleine disposition d'un espace à soi qu'on ne partage avec personne. On peut dire aussi un parfait équilibre entre des règles du jeu, des règles rigoureuses et une totale liberté de tracer selon sa seule nécessité. Et toujours la question a été posée, quel est votre rôle? Qui peut se faire une idée de ce que je fais? Ne pas instruire, ne pas juger, ne rien interpréter. Que reste-t-il donc à faire? Ma réponse est simple, je sers. Qu'est-ce que ça signifie au juste que de servir? C'est tout ce que je fais durant la séance dans un constant accaparement. Voilà de l'eau pure. Alors, je vais faire une tournée par là. Où est la punaise qui gêne là? Il n'y a plus, Oui, mais prends celui-là. il y a plus Prends la de caisse. verre Arnaud. Je vais en mettre tout de suite. Attends, je vais d'abord du beige. Tu as pris la feuille, je vais te l'installer tout de suite. Je vais soulever, tu pars autour et tu lances. Mon rôle est lié à toutes les règles du jeu et il fait partie des mœurs de ce lieu. Chacun y recourt à tout instant et je suis sans cesse occupé de toutes parts. Au début des années 1950, Arnaud Stern a créé le clos-lieu. C'est là qu'il a rencontré la formulation et a pu l'étudier dans toute son originalité. Il a ensuite entrepris des voyages d'exploration qui lui ont permis de démontrer le caractère universel de la formulation. Je me suis dit ceci, les enfants qui viennent peindre dans le clos-lieu, d'où viennent-ils? Ils appartiennent tous à la même société. Il est vrai que j'avais des enfants qui venaient de Suède, des États-Unis, d'Espagne, d'Italie, de Suisse, etc. Mais leur manière de vivre était semblable. Parce que qu'on soit à Madrid ou à Paris, l'enfant est entouré des mêmes choses. Donc il n'y a pas une très grande différence. Mais je me suis dit, mais tous les enfants ne vivent pas de cette manière-là. Et je me suis dit, qui vit différemment? Eh bien, les nomades dans le désert. Et ça, c'était ma première interrogation. Est-ce qu'un enfant nomade dans le désert représenterait les mêmes choses qu'un enfant
qui vient dans le clos-lieu, qui habite la ville, ou d'autres choses, peut-être, ou les mêmes choses, mais d'une manière qui serait propre à sa culture, propre à sa manière de vivre. Personne n'était en mesure de répondre à ce questionnement, parce que personne ne s'était posé cette question. Je suis allé à travers le monde, j'ai visité des populations que j'ai appelées épargnées. Je dis épargnées parce que déjà à l'époque, dans les années 60 et quelques, quand j'ai entrepris ces voyages, déjà à cette époque-là, beaucoup d'enfants, même des nomades dans le désert ou même des habitants de la brousse, étaient scolarisés et on leur imposait une manière de dessiner comme on leur imposait des langues, souvent une langue étrangère d'ailleurs. Bien, donc il m'a fallu aller très loin chercher des enfants qui n'avaient jamais tracé. Et je les ai trouvés. J'ai trouvé des nomades en Afghanistan et en Mauritanie, des enfants qui n'avaient jamais vu un outil traceur. Donc, c'était des enfants qui n'avaient absolument pas expérimenté le geste traceur. Et quand je suis arrivé, j'ai installé la table palette, celle qui est donc au centre du clos-lieu. J'ai mis du papier, il y avait donc des pinceaux sur la table et de la couleur dans les godets. Et les enfants ont pris une feuille, ils ont pris un pinceau, ils l'ont trempé et ils ont tracé comme s'ils l'avaient toujours fait. Je vous emmènerai à travers le monde, dans des contrées lointaines. Le Canada, la Mauritanie, le Pérou, le Niger, l'Afghanistan, l'Éthiopie, le Guatemala, le Mexique, la Nouvelle-Guinée. J'avais rien à leur dire, ni rien à solliciter, ni rien à susciter. C'était automatique, ça allait de soi. Ont-ils dessiné des maisons ? Il ne s'agit pas de savoir s'ils ont fait des maisons. Oui, ils ont fait aussi des maisons, mais pas d'une façon systématique. Ce n'est pas pour savoir s'ils font des maisons que je suis allé les voir. C'est surtout pour recueillir leurs premières traces. Et ces premières traces sont exactement les mêmes chez tous les enfants, où qu'ils vivent, dans la ville, dans le désert, dans la brousse, etc. Tu es donc allé à la rencontre de ce qu'il y a de plus universel chez l'humain, Oui. de ce qui nous unit plutôt que nous désunir. Arnaud Stern propose des stages de formation en ligne et en direct en 5 modules répartis sur 5 week-ends, en allemand ou en français, avec en option pour les stages en français une traduction simultanée professionnelle. Il est avec vous. Bien, c'est le bon moment pour vous saluer. Chaque module se compose de conférences illustrées au contenu détaillé. Ça s'appelle « Éloge de l'expression irraisonnée ». À la fois théorique. La formulation est multiple. Elle se compose de plusieurs couches. Elle se compose notamment d'objets images et de tracés. Et pratique. Comme les tuiles sur un toit. Car cette formation offre à la fois d'apprendre un métier, celui de servant du jeu de peindre. En dessous, on trace un petit trait pour repérer l'endroit où une feuille chevauche l'autre. Il sert de repère lors de la réinstallation. Ainsi, toutes les feuilles retrouvent leur place précise. Mais aussi d'acquérir l'indispensable connaissance scientifique de la formulation. L'attention sur la ressemblance entre ce personnage de Nicolas, dont le corps est bâti comme une maison, et les personnages d'un enfant du Niger, tout à fait semblable. Et cela pour 2 raisons. Ces conférences sont ponctuées de nombreuses séances de questions-réponses et d'exercices interactifs. Vous écrivez le texte dans la zone de texte du chat, en français ou en espagnol, et je lirai à haute voix, en français, vos questions à Arnaud, et c'est lui qui vous répondra. La question suivante. Y a-t-il un espacement idéal entre les feuilles de chaque personne ? Oui, il y a
il y a un espace recommandé, quelques centimètres, pas beaucoup. On peut être vraiment presque toucher l'autre. Et cette proximité est stimulante. Elle a des vertus et non pas des inconvénients. Le contenu de cette formation, régulièrement mise à jour, propose une plongée spectaculaire dans les centaines de milliers de documents, méticuleusement scannés et assemblés par Arno Stern et son équipe. Après avoir suivi cette formation, avérée depuis des décennies, nombreuses sont les personnes qui ont ouvert des lieux pour le jeu de peindre, en France et dans le monde. En voici un aperçu non exhaustif.